Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une destination méconnue, celle de la réalité virtuelle. Peu savent vraiment ce qu'il en retourne, mais tous ceux qui ont pu visiter ces contrées ne sont jamais rentrés et s'y sont installés. Maudit par les anciens, prôné par les érudits et incompris par les ingénus, je vais aujourd'hui vous en révéler son passé, son présent et son futur, et ainsi lever le voile sur ce mythe. Bon, fini de faire le poète, et c'est parti pour cette vidéo sur la réalité virtuelle. D'ailleurs, en parlant de poète, tout commence par notre cher Antonin Artaud, qui était un poète, essayiste, dessinateur, écrivain, acteur et théoricien du théâtre, utilise pour la première fois en 1938 dans son recueil d'essais Le théâtre et son double, l'expression réalité virtuelle, pour décrire la nature illusoire des personnages et des objets dans le théâtre. Ouais, c'est pas trop technologique tout ça, vous allez me dire. Alors avançons un peu dans le temps, direction les années 80 avec Jaron Lanier, un informaticien, compositeur, programmeur, écrivain, essayiste, prof d'université, chercheur en intelligence artificielle et homme d'affaires américain, qui avec sa société VPL Research en 1985 popularise ce terme et commercialise l'iPhone. Non, pas celui-là, mais celui-ci. Le premier casque 100% réalité virtuelle. Mais avant ça, il y a eu quelques tests qu'on va découvrir maintenant. En 1962, Morton Ailing, qui avait plusieurs cordes à son arc, c'est bon j'en ai marre, les mecs ont des CV longs comme la discographie de Jul. Le J c'est le S. Brevet le Sensorama et tourne 5 courts-métrages qu'il compte présenter aux spectateurs de manière à engager plusieurs sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Mais ça reste une grosse machine où l'on est passif, un peu comme une sorte d'attraction Disney. Et dans la foulée, il y a l'ingénieur informaticien Ivan Sutherland qui invente le Sketchpad, un programme de création d'environnements virtuels interactifs généré par ordinateur. Puis en 1968, avec l'aide de David Evans, ils construisent l'Ultimate Display, appelé également épée de Damoclès par rapport à son dispositif énorme au-dessus de sa tête qui soutenait son poids élevé. Ce dispositif était plus tourné réalité augmentée que réalité virtuelle. Micro-parenthèse. La différence entre les deux, c'est que la réalité augmentée ajoute des éléments virtuels sur l'environnement réel. Exemple, Pokémon Go ou les filtres Snapchat. Alors que la réalité virtuelle vous transpose entièrement dans un monde virtuel, sans vision sur le monde réel. Fin de micro-parenthèse. En 1966, Thomas A. Furness III récupère les travaux du Sensorama et de Douglas Engelbart, un ingénieur américain, pour introduire le Sensorama pimpé en simulateur de vol. En 1982, il présenta sa version aboutie nommée le VCASS, Visually Coupled Airborne Systems Simulator, ou Darth Vader, par rapport à sa ressemblance avec le casque du papa de Luke. Et travailla à l'améliorer jusqu'en 1989. En 1975, Myron Kruger dévoile un projet artistique nommé le Video Place, qui permet d'interagir avec un environnement virtuel grâce au plancher sensoriel, un ordinateur placé dans une autre pièce, et à développer MetaPlay, une intégration visuelle, sonore et de techniques réactives dans un seul cadre, et nommera ça la réalité artificielle. On y est presque, on s'en approche, mais on n'y est pas encore. C'est dès 1970 que Daniel Vickers commence à travailler et finaliser l'iPhone, premier casque doté d'un système de suivi qui sera récupéré pour l'associer à la création de Thomas Zimmerman, le Data Glove. Thomas qui travaillait sur ses gants chez Atari Research où il rencontra Jaron Lanier, qui est la personne qui va faire avancer à pas de géant cette technologie. Là-bas, Jaron et Thomas améliorent le gant pour ajouter un suivi ultrasonique et magnétique de la position de la main, et ils combinent le casque. Emballé, Jaron fonde VPL Research en 1985 avec Jean-Jacques Grimaud. À partir de cet instant, la prochaine décennie va se voir subjuguée par cette technologie et tous les domaines vont s'y intéresser. La même année 1985, en Caroline du Nord, le Dr Frederick Brooks Jr. crée le projet Nanomanipulator, visant à faire des expérimentations avec la perception 3D de molécules, menant à l'utilisation de casques verts connectés à des microscopes électroniques dès 1992. D'ailleurs, VPL Research autorisera dans la fin des années 80 Mattel à utiliser la technologie pour les Power Glove. Spoil, c'était pas ouf et cher à fabriquer. Jusqu'ici, à part VPL Research, aucune société n'a commercialisé de casque VR et le grand public ne connaît que assez peu ce monde. Et c'est Sega qui lance les hostilités en 1991 avec le Sega VR, un casque avec suivi de mouvement de la tête pour la Mega Drive, mais qui se voit annulé au profit de Virtuality. Vous entrez
entrer dans l'image grâce à ce casque magique. Pendant que vous vous êtes... C'est fantastique. Qui était un système complet VR mais destiné plus aux salles d'arcade, sachant que son prix pour un module était de 73 000 $. 1994, le domaine de la médecine commence à s'intéresser sérieusement à la technologie et commence à développer des outils pour utiliser un robot chirurgien à distance, la téléchirurgie. Notamment avec Jacques Maresco et la création de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, l'IRCAD, qui jouera un rôle majeur dans le milieu. Apple, la même année, tente de se placer quelque part également, avec QuickTime VR, une extension d'image pour leur logiciel QuickTime permettant la création d'images virtuelles panoramiques. Nintendo en 1995, avec le célèbre Virtual Boy et ses environnements rouge vif, mais sans aucun suivi de mouvement. D'ailleurs, le casque est posé sur un pied de maintien. Mais également le Jaguar VR ou encore le 7 Sense. Pour les PC, c'est le Forte VFX One ou encore le Cybermax qui permettra d'utiliser ce tracking pour Quake notamment. Au-delà du jeu vidéo, la VR attire tous les milieux, comme vous avez vu la médecine, l'armée, mais aussi l'art avec en 1995 Maurice Benayoun qui crée le tunnel sous l'Atlantique, entre le centre Pompidou à Paris et le musée d'art contemporain de Montréal. L'installation inclut une modélisation 3D dynamique en temps réel, un chat vidéo avec un son spatialisé et une intelligence artificielle de gestion de contenu. Voilà, alors Mathieu, on te voit à Montréal. Oui, on vous voit. Je te Ça y est, salue, on Mathieu. vous voit, ouais. Oui. Oui, Vous êtes rouge avec un col blanc. absolument. En 1999, Philip Rosedale, un entrepreneur, fonde Leiden Lab, qui se voulait être une entreprise dédiée à la création d'un système d'immersion totale en 360 degrés nommé The Rig. Mais au fil du temps, tout ça s'est transformé en ce monde connu qu'est Second Life. Si vous voulez en savoir plus, Sylvain a fait une vidéo incroyable sur notre cher Rosedale. Depuis 1995 pour la VR, il y a eu l'ajout des photos Street View par Google en 2007. Ouais. Ou encore l'exceptionnelle opération en 2001 du professeur Jacques Maresco et son équipe qui ont opéré depuis New York une patiente située à Strasbourg. Première téléchirurgie au monde réussie après 54 minutes d'opération. Ça, c'est lourd. Mais ça concerne que peu le grand public. Et puis... plus rien. Le néant pour le grand public, depuis l'année 1995, plus rien. Il faudra attendre 18 ans après le Forte VFX One pour enfin voir du nouveau pour nous simples consommateurs. Palmer Luckey. C'est le nom de la personne qui a relancé la réalité virtuelle grâce à sa passion pour cette technologie. Lui qui possède une grande collection de casques VR. Insatisfait de l'expérience procurée par cette dernière, il décide dès 2009 de bidouiller son propre casque avec les pièces des anciens dans le garage de ses parents. Et relate son aventure sur internet. 2012. Palmer avance bien sur son casque. Et John Carmack, un grand nom dans le domaine du jeu vidéo, cofondateur de ID Software, et qui travaillait à l'époque sur Doom 3, fut plus qu'intéressé par les travaux de Palmer, et le contacta rapidement. De là naît une collaboration instinctive et Palmer fonde Oculus VR et lance un Kickstarter. Présenté au CES 2013, l'Oculus Rift fascine, intrigue, mais surtout tape dans l'œil du fonds d'investissement américain Andreessen Horowitz, qui investira 75 millions de $. Et le 25 mars 2014, c'est l'un des GAFA, Facebook, qui rachète Oculus pour un montant estimé à 2 milliards de $. It's raining on me, okay? Néanmoins, Palmer se verra évincé en 2017 pour son instabilité, disons. Dans ce même mois de mars, Sony dévoile le projet Morpheus, qui s'avère être le PlayStation VR. L'exposition d'Oculus par le rachat de Facebook accélère totalement la course à la VR, avec Sony, qui va de son casque comme on a pu le voir, mais maintenant également Samsung, qui en septembre annonce le sien, le Samsung Gear VR. Et HTC, en février 2015, en collaboration avec Valve, qui annonce le HTC Vive. Et depuis ses premiers casques, une marée de casques et de mises à jour de casques ont vu jour. Et tout ça, ce n'est que pour le domaine du divertissement, mais la VR s'applique à tous les domaines. L'armée, afin de mettre en place des simulations ou de la pédagogie. Le domaine médical également, afin de prévisualiser l'opération. Les formations en VR en médecine permettraient une amélioration des résultats des opérations finales. Pour la rééducation, la chirurgie, avec le Da Vinci, un robot de téléchirurgie est utilisé à plus de 1700 exemplaires. En psychothérapie également, pour les phobies par exemple. Dans les domaines juridiques, ou par exemple en Allemagne, Ralph Breker
a développé un programme de VR dont les procureurs se servent aujourd'hui pour enquêter sur des crimes de guerre. Dans la science, pour calculer des environnements avec des paramètres prédéfinis, dans l'architecture également pour la prévisualisation, l'art, la modélisation et j'en passe. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de réalité virtuelle, etc. Mais comment ça marche tout ça? Alors aujourd'hui, en 2020, il y a plusieurs types de VR. Tous utilisent la même base classique de suivi de mouvement pour un casque. C'est-à-dire l'accéléromètre qui situe le sol, le gyroscope pour l'inclinaison et le magnétomètre pour la rotation. Avec ça, on obtient les premières étapes de la VR. La VR dite vidéo, où donc on peut regarder une vidéo filmée en 360 degrés, comme souvent pour les téléphones portables qui possèdent ces trois éléments couplés au Google Cardboard ou au Samsung Gear VR, pour les lentilles qui permettent la vision 3D. Ou en direct comme pour la téléchirurgie, où le médecin a une machine qui sert de casque et des commandes afin d'avoir la vision et le contrôle du robot qui opère. Pourquoi un robot? Car cela rend l'opération plus précise. Car un robot est plus stable qu'un humain, ou encore n'est pas sujet au tremblement. Le robot est plus proche du sujet, donc il a une meilleure vision. L'opération est plus rapide, il y a moins de cicatrices, etc. Mais dans ces cas de figure, le médecin n'a pas besoin de suivi de mouvement de la tête. Bref, ça ne concerne pas le grand public directement, mais si ça vous intéresse, il y a plus de détails en description. Le niveau supérieur est la VR utilisant une console comme machine, par exemple le PSVR, qui va utiliser la caméra PlayStation pour vous capter dans l'espace grâce au capteur infrarouge situé sur le casque et les manettes. Avoir un capteur externe permet à l'utilisateur de se mouvoir légèrement dans l'espace, comme se baisser ou faire un pas de côté. Et une interaction est possible. L'immersion est plus forte et des jeux comme Beat Saber ou des expériences comme The Blue deviennent possibles et plus encore. Juste au-dessus et sans réelle concurrence sur le marché, il y a l'Oculus Quest, qui est un casque nomade qui permet d'avoir ni PC, ni console, ni câble, ni capteur. Tout est dans le casque. Les capteurs sont intégrés au casque, ce qui permet de se mouvoir dans un espace qui peut faire la taille d'un ring de boxe. Tout ça en 360 degrés avec une qualité qui est équivalente à la console, voire plus. Le niveau final pour le grand public, c'est la VR sur PC. Il faut donc avoir un PC de gamers auquel on branche un casque. Selon le casque, il vous faudra ou non placer au minimum 2 capteurs dans la pièce, comme ceci, afin d'être capté dans un espace dans lequel vous pourrez bouger. Sinon, les capteurs sont intégrés au casque, comme le Rift S. Avec la triangularisation du casque et des manettes, la simulation est capable de vous situer avec précision dans l'espace, tout ça avec une qualité bluffante. Maintenant qu'on a vu comment être situé dans l'espace, nous allons voir comment nous voyons cet espace. Pour tout type de VR, c'est le même système. De lentilles qui diffusent à chaque œil la même image en même temps, pour recréer la 3D naturelle. Pour vous rendre compte de votre vue 3D, tendez votre bras devant vous, levez votre pouce et fermez l'œil droit. Puis maintenant faites l'inverse. Fermez l'œil gauche et ouvrez le droit. Vous remarquerez que votre pouce se décale légèrement. Ok, maintenant faites la même chose avec votre pouce très proche du nez. Là vous voyez qu'il se déplace énormément. Et bien c'est ça la vue 3D. Votre cerveau voit tout en double et fixe les images, pour par exemple ne pas voir votre nez constamment dans votre champ de vision. Votre cerveau s'adapte afin de combler cet endroit. Du coup, couper l'image en 2 lentilles permet de voir en 3D dans la VR. Les lentilles permettent également la mise au point des écrans proches de l'œil. L'œil est donc dans une position de repos lorsqu'il voit nettement l'écran grâce aux lentilles. Tout ça dans un temps de réponse de moins de 20 millisecondes pour éviter le décalage image-mouvement. Et donc, le motion sickness, fléau des premiers pas de la VR. Tiens, pendant qu'on parle de motion sickness, on va voir c'est quoi. Le motion sickness, c'est le mal des transports. C'est quand tu joues à la Switch à l'arrière de la voiture et que tu sais pas pourquoi t'as envie de rendre le sandwich triangle. C'est causé par différentes raisons. Soit on ne voit pas, soit on ne ressent pas, soit lorsqu'on ne comprend pas le mouvement de déplacement corps-espace. En gros, tu joues à la Switch, ton corps sent qu'il avance car la voiture elle avance, mais ne le voit pas donc il se dit c'est pas normal, et donc nausée. Chez d'autres, c'est le fait que la voiture avance, donc le corps avance mais sans bouger. Le cerveau comprend pas et est pas bien. En VR, c'est pareil sur certaines applications. C'est ce qu'on nomme la cinétose causée par un mouvement vu mais non ressenti. Car dans ces applications, vous allez utiliser un déplacement dit glissé ou continu, comme un jeu vidéo classique. Le fait d'avancer en restant statique ne plaît pas à notre cerveau. Et pas tout le monde est touché par ce phénomène. Mais sachez que ceci n'arrive uniquement que dans ces cas-là. Un jeu ou une expérience statique ou par téléportation ne peut en aucun cas vous créer de la nausée. Cela arrive également si la machine n'est pas assez puissante pour l'application et qu'il y a un décalage d'image-mouvement. Par exemple, vous tournez la tête à droite et l'image arrive 1 seconde après. Le cerveau, il aime la fluidité, sinon il a le tournis. Et du coup, on peut se demander est-ce que la VR a réussi à faire sa place aujourd'hui auprès du grand public? Eh bien, d'un point de vue technologique, ça avance beaucoup. Car il n'y a même pas 5 ans, pour pouvoir profiter de la VR, il fallait les moyens. Financièrement, c'était peu accessible. Techniquement, c'était peu compréhensible. Et il fallait un PC de compétition.
Mais aujourd'hui, pour le grand public, énormément de moyens leur permettent de posséder ou du moins essayer la VR. Pour la réalité virtuelle, de base, plus besoin de PC avec l'Oculus Quest, qui permet de profiter de la majorité du catalogue VR sans PC ni capteur, sans pour autant avoir la qualité d'un PC, il fait très bien le travail, pour découvrir la VR et la transporter partout. D'ailleurs, avec la nouvelle technologie de capteur Inside Out, donc interne au casque, il projette d'utiliser directement ses mains en jeu grâce au capting du casque, donc plus besoin de manette. Mais mis à part Oculus qui fait de grands efforts avec des casques entre 300 et 400 € et de bonne qualité, la VR reste difficilement accessible, on va pas se mentir. Et avec par exemple le Valve Index à plus de 1000 € sans compter le PC, l'espace et la VR sur mobile qui est bonne qu'au vidéo 360, on se demande comment accéder facilement à la VR. Et c'est pour ça que de nouveaux lieux ont émergé, avec les salles de jeu en réalité virtuelle. Dans ces salles, vous pouvez tester la VR, seul ou à plusieurs, dès moins de 10 €. C'est vraiment cool d'y aller occasionnellement, faire un tour, ça change un peu du cinéma. Et ce n'est pas forcément une technologie de luxe non plus la VR. Moi-même, je n'ai que très peu d'espace, qu'une config plutôt moyenne, et un casque Rift 1 d'occasion. Et comme vous pouvez voir en stream, ça fonctionne super bien. Au niveau console également, ils ont le droit à leur casque, avec comme on l'a vu le PSVR, entre 100 et 200 € le casque, qui est correct sur des jeux tels que Beat Saber ou Super Hot. Au-delà, par exemple Arizona Sunshine, rien ne vaut un bon casque PC, sinon l'expérience est vraiment dégradée, reconnaissons-le. Même Nintendo s'est essayé à la VR, mais là c'est un véritable fiasco, car totalement inintéressant et plus encombrant qu'autre chose. Mais d'ailleurs on se demande mais pourquoi ça coûte aussi cher? Bah déjà c'est cher parce que la fabrication est chère aussi, ça demande une technologie qui a un certain coût, et malgré qu'elle soit exploitée depuis les années 50, cela fait moins de 10 ans qu'elle est réellement exploitée et possible à exploiter pour le grand public. Il y a peu de réels acteurs dans le milieu, à part Oculus, Valve et HTC, et encore pour ces derniers c'est un peu flou, peu de grandes marques se lancent. Au Japon le concept est un peu plus connu, mais seulement dans les grandes salles, pas à domicile. Chaque technologie coûte cher et réduit à partir de la première décennie. Regardez les premières consoles, 587 $, c'était une somme immense à l'époque. Les premiers ordinateurs, 3200 $ le premier ordinateur. Et j'en passe. Au début, un ordinateur à 100 €, mais c'était inenvisageable. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Aujourd'hui, la réalité virtuelle propose des jeux et des expériences incroyables. Encore pleines de préjugés. Non, la VR n'est pas qu'un divertissement. Non, la VR ne donne pas systématiquement la nausée. Et non madame, avoir un cerveau archaïque n'est pas une excuse pour ne pas essayer le casque, surtout si c'est pour aller juste après, scroller le cul posé sur le canapé sur son smartphone. La VR, bien qu'on ne le sache pas, est accessible et pour tous. Bien sûr déconseillé pour les plus jeunes enfants pour ne pas altérer leur perception de la réalité. Mais vraiment, les salles sont disponibles partout, où pour 10 minutes et moins de 10 €, vous pouvez tester un coup de Beat Saber ou Google Maps VR, jusqu'au casque à la pointe de la technologie que vous pouvez posséder chez vous pour vous faire un training de boxe avec Rocky. Car oui, la VR est un outil sportif incroyable. Après, vous allez me dire, je vous parle de salles depuis tout à l'heure, salles de jeu, etc. Mais est-ce que c'est vraiment hygiénique tout ça? Alors bien évidemment, oui. Le support posé sur le visage est démontable, lavable ou encore interchangeable, avec d'autres accessoires adaptés comme un support en faux cuir afin de le nettoyer facilement. Si vous allez dans une salle de VR, soit ils vont utiliser ces fameux supports lavés avec des produits antibactériens, tout comme les manettes, soit ils vont le coupler à un masque de protection à mettre au préalable sur votre visage afin de vous éviter d'avoir un contact direct avec le casque. De plus, l'intérieur visible du casque est lavable, comme les lentilles, etc., avec des produits adéquats, donc aucun souci à se faire là-dessus. Et là, je vous vois venir directement avec le fameux « oui, mais je vais me péter un genou, ouais, mais ça va me brûler les yeux ». Alors non, la VR, c'est pas dangereux non plus. Bien évidemment, tout est fait pour avoir un contrôle sur le monde extérieur sans le voir. Une zone de jeu est délimitée afin d'afficher vos limites dans le casque, si vous vous en approchez. D'ailleurs, avec les derniers casques comme le Valve Index ou le Rift S, vous avez la possibilité de voir le monde extérieur depuis le casque, grâce à des caméras à l'avant. Ensuite, soyez conscient que vous êtes dans VR. Et que par exemple, courir n'est pas la meilleure idée si vous avez 2 mètres carrés de jeu. Vous n'êtes pas bloqué dans la VR, vous pouvez retirer le casque à tout moment et attacher vos dragons aussi, c'est très important. Niveau santé et vos petits yeux, et bah sachez que ça change pas d'une PlayStation ou d'un smartphone. Ne pas avoir une utilisation de 10 heures par jour, car bon, ça va rien vous faire, comme l'a prouvé ce youtubeur qui a passé une semaine avec un casque VR, mais c'est quand même très déconseillé de faire ça sur du long terme, surtout en dessous de 20 ans et encore plus en dessous de 13 ans. Car ça abîme l'œil. Mais c'est pareil pour tous les écrans. Pour réduire ça, pensez aux filtres ou lunettes anti-lumière bleue et faire des pauses toutes les 2 heures de jeu. Vos yeux vous diront merci.
Sinon, vous pouvez avoir la nausée, comme on l'a vu, dû au motion sickness. Et personnellement, pour les enfants en dessous de 7 ans, je ne recommande absolument pas. Donc la VR ne pose aucun souci de santé tant que l'on fait preuve de bon sens, tout simplement. Pour conclure, on peut dire que les expériences VR dites mobiles avec les portables ne sont pas du tout représentatives de cette technologie et juste intéressantes pour les vidéos 360. Ne vous arrêtez pas juste à ça. Donc même si ces utilisations peuvent être controversées, ça reste une technologie au potentiel et aux applications immenses. Dans le futur, des choses plus qu'immersives sont en développement. Les combinaisons ou gants haptiques, donc à retour de force, bientôt nous pourrons tous saisir et ressentir la VR, la miniaturisation du matériel et un plus large développement dans le quotidien. Ready Player One n'est pas si loin si on y pense. Mais la réalité virtuelle reste et restera une technologie d'immersion, de simulation ou de projection, contrairement à la réalité augmentée, qui, elle, va prendre une part beaucoup plus importante dans notre quotidien. Mais ça, c'est une autre histoire. We cannot have a society in which, if two people wish to communicate, the only way that can happen is if it's financed by a third person who wishes to manipulate them. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le remarquer, j'aime légèrement la réalité virtuelle. Désolé pour les quelques bafouillements aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.